Le ministère de l'économie et des finances a organisé à travers la Direction générale des affaires économiques ce mardi 27 septembre 2022 une conférence débat sur les thématiques touchant à la situation réelle et aux perspectives de l'économie béninoise. Vous suivrez le point dans cette édition. La cérémonie officielle d'installation des élus consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin pour le compte de la première mandature a eu lieu ce mardi également dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Et puis en interactualité, la Cour constitutionnelle s'oppose à Touadéra. Vendredi dernier, la Cour a annulé des décrets visant à créer un comité chargé de rédiger la Constitution nouvelle. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Speedline Télévision. Le ministère de l'économie et des finances a organisé à travers la Direction générale des affaires économiques ce mardi 27 septembre 2022 une conférence débat sur les thématiques touchant à la situation réelle et aux perspectives de l'économie béninoise. Cette 25e édition a connu donc la participation de plusieurs acteurs du secteur et a pour terme Covid-19 et guerre en Ukraine, enjeux géopolitiques, effet modèle de résilience. Romaric Dossa et Pierre Akako. Covid-19 et guerre en Ukraine, enjeux géopolitiques, effets et modèles de résilience économique. C'est la thématique centrale de la 25e édition des conférences périodiques de la Direction générale de l'économie. Un thème qui puise son origine de l'actualité économique mondiale. Les conférences périodiques, initiées bientôt depuis plus de 7 années, aujourd'hui, sont un espace de discussion offert par notre ministère à divers spécialistes des domaines de l'économie et des finances pour non seulement animer la réflexion scientifique sur les sujets contemporains y afférents, mais aussi pour recueillir les ressentis de toutes les couches sociales sur ces questions. Dans ces circonstances, il sonnait comme une évidence que la présente conférence s'empare de ces deux sujets actuels et les soumette à l'analyse et au débat d'experts avertis, mais aussi d'acteurs économiques et de citoyens quotidiennement confrontés aux conséquences réelles de ces chocs. Il est également rappelé au cours de ces assises que l'économie béninoise a été en proie à des vagues successives de menaces, lesquelles ont nécessité l'adoption de modèles économiques spéciaux pour les juguler. Avant la pandémie de la Covid-19 et la crise russo-ukrainienne, notre pays avait déjà, comme vous pouvez vous en souvenir, dû faire face à la fermeture de ses frontières avec son voisin du Nigeria. Plus globalement, depuis 2016, notre pays, sous le leadership de son chef d'État, a fait le choix de bâtir une économie plus forte, plus dynamique et plus résiliente au choc. Vous comprenez donc l'intérêt pour notre ministère et le ministre d'État d'organiser des assises sur cette problématique pour réfléchir à de nouveaux modèles qui permettront de gérer de façon plus optimale ces chocs exogènes auxquels l'économie est constamment confrontée. Cette conférence a permis de montrer la proactivité du gouvernement béninois dans la gestion de ces crises en faisant ressortir les approches de solutions innovantes pour contrer les effets néfastes sur la vie des populations. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a procédé ce lundi à l'ouverture de la 4e édition de la conférence sur la sécurité intérieure, les réflexions de ces assises organisées en collaboration avec la Fondation Hans Seidel porte sur le thème « La force ». Sinon les forces de défense et de sécurité face aux assauts de groupes terroristes. Quelle stratégie de résilience pour la sécurité nationale? Reportage. Cette conférence vise principalement à réfléchir à comment améliorer le dispositif de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Bénin. Pendant 2 jours que dureront vos travaux, mesdames et messieurs, vous aurez à évaluer le cadre institutionnel, légal et réglementaire de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans notre pays
et faire de pertinentes recommandations pour l'enrichir. Faire de nouvelles propositions en termes d'approche de solutions sécuritaires de proximité dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Bénin. Identifier et répertorier les groupes cibles vulnérables et proposer des mesures à prendre pour éradiquer les poches de radicalisation et lutter contre les éventuels recrutements de jeunes candidats au terrorisme. Réévaluer nos stratégies en cours en matière de sécurité de proximité, de même que notre coopération avec les pays partenaires pour promouvoir la paix et la stabilité dans notre espace sous-régional. La question sécuritaire est devenue une priorité de premier rang, notamment avec l'extrémisme violent et le terrorisme qui ne cessent de gagner du terrain. C'est pourquoi les travaux de cette conférence ne doivent pas être banalisés. L'heure est grave, effectivement. Cependant, nous ne devrons rien céder aux vendeurs d'illusions, au vent de la terreur, de la peur et de la division. Les groupes extrémistes violents exploitent et renforcent les divisions entre les groupes sociaux et sapent le contrat social entre les citoyens et leur gouvernement. Nous aurons, durant ces 2 jours, à faire des analyses pertinentes et rigoureuses, examiner des scénarios et sortir des propositions concrètes et exploitables qui permettront de rassurer d'une part et d'autre part de dissuader et mettre en déroute les apôtres de la terreur. L'enjeu est de taille et déjà les attentes de l'autorité ne sont pas des moindres. Les recommandations de politique et de stratégie qui seront issues de vos travaux doivent permettre, une fois mises en œuvre par les pouvoirs publics, de réduire de manière drastique le nombre d'attaques terroristes dans notre pays. Des parlementaires, des hauts gradés de la police républicaine, les autorités préfectorales et acteurs de la société civile prennent part à cette conférence. Je l'annonçais dans les titres, la cérémonie officielle d'installation des élus consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat pour le compte de la première mandature de la Chambre du Bénin a eu lieu ce mercredi 27 septembre 2022 au Palais des Congrès de Cotonou sous la présidence du ministre d'État Abdoulaye Biotchani. Reportage. Un nouveau soleil se lève dans le ciel de l'artisanat béninois. La Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin est une réalité. Au nombre de 80, ces élus consulaires ont été investis dans leurs fonctions, marquant ainsi le couronnement d'un processus de réforme prioritaire initié par le gouvernement du président Patrice Talon. La mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, CMA Bénin, procède de la volonté du gouvernement, sous le leadership de son chef, le président Patrice Talon, de prendre en compte l'artisanat à la mesure de son poids socio-économique en raison de sa contribution au produit intérieur brut estimé à 13% et du fait qu'il occupe 25% de la population active. D'assurer une véritable représentation des artisans auprès des pouvoirs publics par une institution consulaire forte, d'augmenter les capacités techniques et la productivité des artisans en vue d'accroître leur compétitivité. Les principales étapes liées à la mise en place de cette réforme ont été approuvées au cours d'un séminaire gouvernemental présidé par le chef de l'État en personne en novembre 2018. Et une feuille de route a été établie à cet effet. Et la mise en œuvre de cette feuille de route aura duré 2 bonnes années. Le gouvernement du président Patrice Talon, conscient de l'apport de l'artisanat dans l'économie béninoise, s'engage à soutenir ce secteur à travers diverses réformes. Ma présence ici ce jour est fortement justifiée par le fait que les artisans sont une cible importante des interventions du ministère des Affaires sociales et de la microfinance à travers le projet Assurance pour le renforcement du capital humain qui se déploie en 4 volets, dont 2 volets sont exclusivement réservés aux artisans. Il s'agit des volets Arche Formation et Arche Crédit. Grâce à ces 2 volets, des artisans rigoureusement sélectionnés bénéficient de renforcement de capacités et peuvent, après la formation, demander ou avoir accès plutôt à des crédits pour acquérir du matériel ou lancer leurs activités. Nous en sommes à la phase pilote de H Formation qui est en cours dans 8 communes et des centaines d'artisans ont déjà été formés, d'autres sont en cours de formation et
dans les mois, l'année à venir, nous passerons après l'évaluation à la phase de généralisation. Il faut qu'il y ait un accompagnement soutenu de tous les acteurs afin de s'assurer de l'atteinte des objectifs du gouvernement. C'est pour cela que je suis heureuse de l'installation des membres de la Chambre des métiers et de l'artisanat qui est composée des professionnels sur lesquels nous pouvons désormais compter dans toutes les phases de déploiement de Arche Formation. Je sais que vous avez, en tant que Chambre aujourd'hui, la grande responsabilité de représentation de l'ensemble des métiers et de défense des intérêts des artisans. Je voudrais rappeler que la nécessité de l'accroissement des compétences des artisans béninois d'aujourd'hui et de demain doit être votre plus grand défi. Les artisans élus consulaires de la CMA Bénin, je veux vous féliciter chaleureusement, chacun pour votre brillante élection en qualité de membre de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Je tiens à préciser qu'à partir de ce jour, vous êtes investis de la mission de représenter tous les artisans et toutes les artisanes au sein de la CMA Bénin. Pour ce faire, je vous invite à travailler pour renforcer la cohésion aussi bien au sein de l'Assemblée consulaire que dans tout le secteur. Les responsabilités qui sont les vôtres à partir d'aujourd'hui doivent transcender tous les clivages de tous ordres. Vos obligations envers votre corporation et celles envers le gouvernement et la nation restent exigeantes et ne sauraient s'accommoder d'aucun laxisme et d'aucun manquement. Ces élus consulaires installés pour le compte de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin ont un mandat de 5 ans. Grâce à la conjugaison des efforts de tous, l'artisanat du Bénin, à compter de ce jour, va considérablement changer de visage pour le bonheur de tous. Et après cette installation, certains artisans apprécient ici cette réforme du président Patrice Talon. Nos impressions sont vraiment bonnes, et dans la mesure où tout a été passé et comme on aurait souhaité. C'était une fierté. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le secteur de l'artisanat a un outil de développement, un outil digne du nom, qui peut représenter le Bénin et partout où besoin sera. Notre mission n'est pas compliquée, c'est d'abord de servir une passerelle entre les artisans et l'État et vice-versa. Deuxième chose, c'est de comment faire pour que les besoins des artisans soient remontés au plus haut niveau pour être traités. Et la formation est au cœur de cet outil que nous venons d'installer aujourd'hui, qu'est la CEMA, la chambre de métier du Bénin. Nous allons représenter les artisans dans toutes les instances et aussi à l'interne qu'à l'international. Donc, et défendre les intérêts matériels et moraux des artisans sur tous les plans. C'est une joie totale. 80 élus consulaires ont été élus. Il faut dire que le processus a été un peu long, mais finalement, ça a accouché un beau bébé que nous les artisans, nous sommes en train de contempler aujourd'hui. Les ministres sont venus, ils ont installé les élus consulaires. Je pense qu'au-delà de tout, c'est l'artisanat qui a gagné et maintenant le vrai travail a commencé. Et nous ne doutons pas de la qualité de ceux-là que nous avons élus, les différents élus consulaires. Maintenant, c'est la main dans la main que nous allons travailler. Et les élus consulaires, beaucoup de défis les attendent et je suis sûr qu'ils pourront les relever. Restons dans le monde artisanal. 3 ministres du gouvernement du président Patrice Talon sont allés constater le déroulement d'une session de mise à niveau des mécaniciens garagistes bénéficiaires du volet de formation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Il s'agit de Véronique Toïfodé des affaires sociales et de la microfinance, de Yves Kouaro-Chabi de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, et de Modeste Kérékou, chargé de l'emploi et des petites et moyennes entreprises. C'était donc au centre de formation technique et professionnelle du garage municipal de Lokossa vendredi dernier. Suivons donc le reportage. Phase pilote du volet formation du projet H.
Le gouvernement avance vers la modernisation du secteur de la mécanique auto au Bénin. 3 ministres du gouvernement sont allés constater au centre de formation technique et professionnelle du garage municipal de Lokossa le déroulement d'une session de mise à niveau des bénéficiaires du programme. Je voudrais saluer votre humilité. Votre humilité parce que délaisser les ateliers de garage pendant des jours, pendant une semaine, certains, par manque d'humilité, peuvent penser qu'ils connaissent tout déjà. Ils connaissent beaucoup, c'est vrai, mais on ne connaît pas tout et on ne finit jamais d'apprendre. Surtout vous qui êtes dans des secteurs de technologie où la technologie avance tout le temps. Il est normal de temps en temps de marquer des haltes, des stops pour pouvoir retourner en formation, ce que nous appelons en formation continue. Des personnes, des ressources humaines pleines en termes de compétences, en termes de compétitivité. Le ministre Kérékou l'a dit, en fait, nous voulons que vous soyez compétitifs non seulement au Bénin, mais également dans la sous-région. Le Bénin doit être une plateforme modèle au niveau de ses ressources humaines, au niveau de ses compétences. Et cette évaluation est très importante, l'évaluation post-formation, parce que c'est ça qui nous permet d'évaluer que vous avez été véritablement renforcé, que par rapport au début, puisqu'il y a eu une évaluation, un pré-test, qu'il y a eu une évolution certaine qui est mesurable. Et cela va nous encourager ou peut-être même à mieux faire. Donc ces éléments d'évaluation sont très importants. Nous sommes venus constater cela. Et en même temps, cela nous permet de nous rendre compte que le volet formation qui est mis en œuvre par l'Agence nationale de protection sociale, le volet formation de Arche, suit son cours naturellement. Très émus, les mécaniciens garagistes bénéficiaires du projet H, à travers leur porte-parole, ont dit leur reconnaissance au gouvernement qui leur offre gracieusement cette opportunité de recevoir des notions et pratiques leur permettant de satisfaire leurs clients. Si nous, aujourd'hui, nous avons cette opportunité, nous ne pouvons que saluer le gouvernement. Parce que chaque jour que Dieu fait, les ingénieurs continuent toujours d'innover. Or, depuis un certain temps, nous étions à l'âge de la pierre taillée. C'est grâce au gouvernement du président Talon que nous sommes en train de mieux connaître les dessous de la maintenance automobile. Et ce programme qui est élaboré, ce programme de renforcement des capacités qui est élaboré, c'est un bon programme. Non seulement pour quand même le renforcement des capacités des garagistes professionnels que nous sommes, mais ça va régler beaucoup de problèmes aux automobilistes. Il faut noter qu'ils sont plusieurs dizaines de mécaniciens auto sélectionnés après une procédure participative et transparente dans le cadre de ce projet, lequel consiste à donner des formations de qualité devant leur permettre de s'adapter à l'évolution automobiliste de nos jours. Et puis en interactualité, la Cour constitutionnelle s'oppose à Touadéra. Vendredi dernier, la Cour a annulé donc des décrets visant à créer un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution et de supprimer la limite de 2 mandats présidentiels. Un revers juridique pour le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra. Un revers juridique pour le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra. La Cour constitutionnelle a annulé vendredi des décrets visant à créer un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. L'opposition avait saisi la Cour pour éviter qu'une nouvelle loi fondamentale n'autorise le chef de l'État à briguer un 3e mandat. Le combat que le barreau mène est celui de garantir l'indépendance de la justice, que les juges puissent rendre leurs décisions au regard uniquement de la loi, sans aucune pression de part et d'autre. En mars, Touadéra avait déjà tenté de supprimer la limite de 2 mandats présidentiels lors d'un dialogue républicain. Mais pour la Cour constitutionnelle, l'initiative d'un référendum de révision de la Constitution ne peut se faire en violation du serment prêté par Touadéra lors de son investiture. Je ne crois pas un seul instant que les autorités publiques puissent prendre le risque d'aller à l'encontre d'une décision de justice. Ce sera confirmer ce que nous sommes en train de dire ici, c'est-à-dire l'anéantissement du pouvoir judiciaire.
Une centaine de militants ont manifesté devant la Cour constitutionnelle pour réclamer la démission des juges. Des policiers et des membres de la mission de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique ont été déployés pour assurer la sécurité des magistrats. Au Kenya, un immeuble de 6 étages s'effondre et fait des morts et des dizaines de blessés dans le district de Kiambu. Selon donc le gouverneur, plusieurs autres personnes sont secourues. Regardez. Ces sauveteurs kenyans ont extirpé des gravats à cette jeune fille après l'effondrement ce lundi d'un immeuble de 6 étages dans le comté de Kiambu, dans le centre du pays. Comme elle, 6 autres personnes ont pu être secourues, selon les explications du gouverneur du comté. Alors que le drame aurait coûté la vie à au moins 3 personnes. Jusqu'à présent, nous avons sauvé environ 7 personnes. Sur ces 7, nous avons perdu une mère et 2 enfants. Nous venons de secourir un enfant qui a été transporté à l'hôpital. Elle va bien. Nous avons toujours à l'intérieur probablement un homme et sa femme, mais aussi un enfant. C'est l'opération que nous poursuivons en ce moment. Les pelleteuses étaient encore en action pour tenter de trouver d'éventuels survivants. Au Kenya, de tels effondrements de bâtiments ne sont pas rares, notamment dans la capitale Nairobi, en raison des constructions qui ne respectent toujours pas les normes architecturales. Le bâtiment en construction ne respectait pas les normes. J'ai également eu la confirmation de mon comité selon laquelle ce bâtiment n'était pas autorisé. Le propriétaire construit sans autorisation. Combien de personnes seraient toujours coincées sous les décombres? Difficile de le dire, alors que les opérations de secours se poursuivaient. Les premières personnes secourues étaient transportées vers les centres hospitaliers. Fusillade ce mardi matin en Russie dans une école de l'Ouest située sur une chaîne montagneuse séparant la Russie européenne et asiatique. Le bilan fait état de 17 morts au moins, dont 11 enfants. Ces images bouleversantes proviennent de Russie. Ces élèves fuient leur école qui est attaquée. Ce lundi, au moins 17 personnes ont été tuées lors de la fusillade dans une école d'Ijevsk. Il y a 11 enfants parmi les victimes. La jeune collégienne Katia Spetanova fait partie des survivants. Elle s'est cachée lorsque l'assaillant a commencé à tirer. Nous étions cachés sous nos bureaux. Tout le monde tremblait de peur. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié l'attaque d'attentat terroriste inhumain. Le suspect, âgé de 34 ans, s'est suicidé après l'attaque. Selon les enquêteurs, il s'agit d'un ancien élève de la même école et il portait un pull noir à la symbolique nazie au moment de la fusillade. Mais aucun détail sur ses motivations n'a été communiqué. Une enquête pour meurtre et port illégal d'armes a été ouverte. Et puis Vladimir Poutine a signé samedi dernier une loi alourdissant les peines de prison pour les militaires qui désertent ou refusent de combattre en période de mobilisation à l'aube d'une vaste campagne de mobilisation partielle lancée mercredi 21 septembre 2022, des amendements allant jusqu'à 10 ans de prison pour des réservistes. Vladivostok, à l'est de la Russie. Ces images diffusées ce samedi par le ministère de la Défense russe montrent l'afflux de réservistes dans les rangs de l'armée. Scène similaire à plus de 8000 km à l'ouest, à Belgorod, toute proche de la frontière avec l'Ukraine. L'état d'esprit est au combat. On m'a appelé, je suis venu. Il est de mon devoir de défendre ma patrie. Sur cette base de la région du Kamchatka, dans l'extrême orient russe, les conscrits reçoivent les armes avec lesquelles ils s'entraînent dans leur base militaire et se préparent à combattre, de gré ou de force. Mais certains préfèrent encore s'exiler pour éviter l'enrôlement obligatoire. Un afflux de ressortissants russes est observé en Mongolie, en Turquie ou en Arménie. À la frontière entre la Russie et la Géorgie, une file de véhicules de 10 km de long se forme, selon le site routier russe Yandex Maps. Tout
Tous les gens que je connais paniquent. La majorité ne sait pas quoi faire. Beaucoup d'entre eux ne peuvent pas partir. Plus de 70% de la population n'a pas de passeport. En Finlande, qui partage la plus longue frontière de l'Union européenne avec la Russie, les douanes indiquent que les traversées vers le pays nordique ont plus que doublé vendredi par rapport au même jour la semaine passée. Direction le Cuba qui dit oui à près de 67% au mariage pour tous. Le test de ce nouveau code inclut notamment la gestation pour autrui, le mariage homosexuel et autorise l'adoption homoparentale. Reportage. Le mariage pour tous et la GPA bientôt légalisée à Cuba. Avec 67% des suffrages partiels, le oui l'a emporté lors du référendum sur le nouveau code cubain de la famille. Une avancée progressiste célébrée par le président cubain sur Twitter. Pour le Conseil électoral national, ces résultats partiels sont irréversibles. Le code de la famille a été ratifié par le peuple. En plus du mariage homosexuel et de la gestation pour autrui, ce nouveau texte inclut également l'adoption homoparentale et l'interdiction du mariage des enfants. Plus de 8 millions de Cubains ont été appelés à répondre à la question « Êtes-vous d'accord avec le nouveau code de la famille ?» La participation s'élève à 74%. C'est la première fois que les Cubains étaient sollicités pour se prononcer sur une loi par référendum. Ce nouveau texte est l'un des plus progressistes d'Amérique latine en matière de droits sociétaux. C'est tout pour cette session d'information, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien, restez fidèles au programme de Speedline Télévision et que Dieu nous garde.